Donc, Victoria, je te laisse la parole pour commencer le webinaire. Ça marche. Merci Charlotte et bienvenue à tous du coup sur ce webinaire qui est consacré à la stabilisation des sols équestres. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je suis Victoria Bonnet. Je travaille pour la marque Éco-Écurie, du coup, de la société Éco-Végétale, en tant que technico-commerciale spécialisée en aménagement de sol équestre depuis bientôt 3 ans. Et donc, avec moi, j'aurai Pierre Fleury aussi qui va parler derrière ce PowerPoint pour nous donner ses avis sur les stabilisations de sol. Donc, je vais commencer avec cette première slide qui parle d'une étude qu'on a réalisée avec la société Horse Développement, une étude qui touchait 13 566 gérants de structures équestres, donc avec environ 250 répondants. On a pu avoir un retour pour les stabilisations de sol en général, donc vraiment qui regroupe tout type de sol. Et le premier retour était que 30% des répondants sont conscients que stabiliser les sols équestres est important pour le bien-être des chevaux. Et ensuite, 26% des répondants sont conscients que stabiliser les sols équestres permet de mieux gérer les eaux de pluie. Donc, on a vraiment ces deux points qui sont ressortis en priorité. Sur cette même étude, on a posé des questions sur les problématiques courantes rencontrées sur les sols équestres de détente. Donc, sols équestres de détente, on entend tout ce qui est paddock, chemin, abri, donc les sols en fait de vie des chevaux au quotidien. Donc, les problématiques récurrentes qui ressortent le plus, c'est les flaques, la boue et le gel, donc au quotidien, les sols déformés ou instables, les sols trop profonds et aussi l'absence d'herbe. Donc, on est vraiment sur des sols, on parle d'une sollicitation quotidienne sur des sols à l'année. Ensuite, on a posé les mêmes questions sur des sols de travail. Donc, sol de travail, ça comportait tout ce qui est carrière, manège, ronde-longe, marcheur, etc. Les problématiques qui ont été citées le plus, donc c'est la fuite de matière à 19%, donc tout ce qui est perte de matière, perte dans la couche de travail de sable en l'occurrence. Ensuite, les sols poussiéreux. Et ensuite, à 18% aussi, tout ce qui est problème flaque, gel, etc. Donc là, on est sur un problème de gestion de l'eau sur ce dernier point. Du coup, la question s'est posée de pourquoi stabiliser les sols équestres. Le premier point donc, qui ressort, c'est l'hygiène et la santé des chevaux. Pour prendre un exemple, quand on parle d'hygiène et santé, ça va être tout ce qui est, par exemple, problème de pied dû à l'humidité, par exemple, tout ce qui est égal de boue, problème de fourchette, ou alors encore problème même articulaire sur des sols instables. Ensuite, la sécurité et le confort des chevaux et des cavaliers sur l'usage au quotidien. Derrière, on a donc l'image aussi auprès des clients qui peut jouer, donc pour les structures accueillant du public. C'est vrai que des sols stables et qui peuvent être pratiqués à l'année donnent tout de suite quand même une meilleure image à une structure. Ensuite, on a l'économie dans le temps et la main-d'œuvre. Donc, l'économie dans le temps, ça prend en compte vraiment le projet, on va dire, bien fait en une seule fois, ce qui permet de ne pas y revenir, donc de ne pas rajouter de matière, de ne pas entretenir, de ne pas refaire d'entretien derrière. Et la main-d'œuvre aussi, parce que sur des sols stabilisés et propres, on a un gain de temps en main-d'œuvre sur tout ce qui va être, par exemple, l'entretien. On a ensuite le point de la gestion des eaux pluviales et des arrosages raisonnés. Donc, gestion des eaux pluviales, on va prendre en compte le drainage des sols et par exemple l'infiltration des eaux pour éviter tout ce qui est justement le problème de flaques, de stagnation d'eau, de formation de boue. Et aussi donc arrosage raisonné où on va pouvoir donc gérer le drainage et le stockage d'eau aussi dans certains cas pour certains projets de stabilisation si besoin. On a donc les sols praticables toute l'année que j'ai déjà cités. Et ensuite, le passage d'engins sans ornière. Donc ça, c'est la sollicitation en général, que ce soit des engins ou vos chevaux ou peu importe. C'est pouvoir circuler en fait sur des sols toute l'année, sans déformer, sans ornière, sans création de boue. On vous a mis quelques exemples de zones à privilégier. Vraiment, le but dans la stabilisation de sol bien pensée, c'est pas de stabiliser la totalité de ces sols, mais vraiment de privilégier donc les zones fortement sollicitées, que ce soit par vous, vos chevaux ou vos engins. Donc, on a les chemins d'accès au pré, au paddock, aux écuries.
On a ensuite les sols et caisses donc, de détente, comme cité dans la première partie, donc tout ce qui va être les zones à fort piétinement, les zones de vie des chevaux, en fait, hein, donc les abris, les devants d'abri, les terrasses, les zones d'affouragement, les tours de râtelier, les zones d'abreuvement et les entrées de pré et les entrées de paddock aussi, qui peuvent être fortement sollicitées pour des chevaux allant, par exemple, au paddock en demi-journée ou en journée, qui peuvent des fois stagner aux entrées de paddock. On a aussi donc, tout ce qui est encore les chemins d'accès avec passage d'engin, pour éviter ce que vous voyez sur la photo de gauche, les ornières, donc stabilisées par différents moyens, en pente, pas en pente. Les sols de travail, donc les sols de travail extérieurs dans un premier temps. Là, vous avez une carrière ou une longe ou un cours. Les marcheurs aussi, des fois, qui sont non couverts. Les sols de travail aussi intérieurs, donc manège, marcheur, longe couvert, toujours pareil. Et donc, on arrive à cette question qui est comment stabiliser vos sols. Donc, on a regroupé différentes étapes qu'on va détailler derrière. La première étape qui est donc l'étude de projet, donc l'étude de projet en amont par le biais, par votre propre biais, le biais de professionnel ou en accord sur les deux. La préparation du sol et donc le terrassement qui vient derrière ça. L'importance des fondations, les fondations qui sont à adapter en fonction de la nature des projets et de la nature des sols existants avant de modifier. Le choix des dalles de stabilisation si vous souhaitez stabiliser vos sols avec des dalles et le choix de la couche praticable qui sera donc pas la même en fonction de la nature des projets, sol de détente ou sol de travail. Donc, l'étude de projet dans un premier temps, on a donc des constats préalables à faire sur une étude de projet qui va être dans un premier temps la portance du fond de forme. Donc ça, on va être vraiment sur le sol existant en fait, c'est-à-dire le sol naturel avant transformation. Dans la portance, on va prendre en compte en fait la stabilité du sol naturellement, le support de poids de charge et le comportement du sol, par exemple aux sollicitations climatiques ou autres. Le drainage du sol, donc ça va être tout ce qui va être gestion de l'eau, donc infiltration des eaux et perméabilité du sol, donc comment votre eau va infiltrer les eaux pluviales. L'environnement de la zone à stabiliser. Donc, en fonction des projets, on va prendre différents points en compte, le vent, le soleil, la végétation. Le vent, par exemple, si vous faites un paddock paradise ou une équipiste ou autre, que vous installez des abris, il faut faire attention à la sollicitation au vent. La végétation, pour vos sols de travail, on ne va pas mettre une carrière sous une allée de chêne. Si on peut trouver un autre endroit, on la mettra à un autre endroit. Enfin, voilà, c'est une étude vraiment qui est importante. Et autre point à prendre en compte, si on travaille sur une rénovation sur sol existant ou sur une construction sur sol neutre. Et donc ensuite, l'étude des projets à venir, donc utilisation intensive ou modérée en fonction de la nature du projet, passage d'engins lourds ou non, là on sera surtout sur des mises en place de sols de détente et type de discipline pratiquée, là on sera plus du coup sur des sols de travail. Donc voilà différents points à prendre en compte sur votre étude de projet avant de vous lancer. Ensuite vient du coup la préparation du sol et du terrassement suite à cette étude de projet. Donc, calculer les fondations adaptées au projet et prendre en compte les différentes pentes naturelles du terrain. Donc là, c'est vraiment grossier, on va dire, cette phrase, mais c'est prendre en compte en fait vraiment la nature du terrain. Visualiser les accès au chantier. Donc ça va être tout ce qui est pour les accès des matériaux, des engins lourds, prévoir les engins nécessaires et du coup adaptés aux travaux. Et donc après lancer le terrassement, donc le décapage du sol existant, un premier nivelage et prévoir un géotextile anticontaminant, avant de passer du coup à la seconde étape qui va être les fondations. Donc les fondations, là on va avoir plusieurs options possibles, toujours en fonction de la nature du projet. Là, on a 3 types de fondations que nous, par exemple, on utilise avec Ecovégétal. Donc, sans fondation, fondation minimale et fondation standard. Les projets sans fondation, donc c'est des projets où on va poser nos solutions de stabilisation à même des terrains, donc juste en travaillant sur un profilage. Mais là, on va être du coup sur des projets, par exemple, qui vont être couverts, type abri, hangar ou des manèges, où on n'a du coup pas de sollicitation climatique.
Ou sinon, si on est sur des sols de base très portants et drainants naturellement, sur des sols en fait, où on est sur des rénovations et où le fond de forme est très bon, on ne va pas forcément avoir besoin d'y toucher. Les fondations minimales, du coup, on est là sur un terrassement avec un lit de pose drainant, donc généralement en grave drainante ou en gravier drainant, un lit de pose qui peut aller de 5 à 15 cm avant de poser les solutions de stabilisation. Là, on va être sur des terrains en fait, qui ont une bonne portance mais en manque de drainage, où on va ramener du coup ce petit lit de pose drainant. Et généralement, on est sur des projets qui n'ont pas de forte sollicitation. Donc, ça va être des projets de stabilisation des paddocks, par exemple, avec engins légers, voire lourds, mais sans passage régulier. Et donc ensuite, les fondations standards, où là, on est vraiment sur des fondations un peu plus importantes, où on va ramener une couche portante, une couche au niveau du drainage et ensuite la solution de stabilisation. Là, on est sur des fondations qui correspondent à des sols, donc vraiment en manque de portance et drainage, et où du coup, le but du projet va être de recevoir une sollicitation assez importante sur le sol terminé. Voilà. Ensuite, le choix de la dalle de stabilisation. Donc, si vous choisissez de stabiliser vos sols avec une dalle de stabilisation, il faut savoir déjà pourquoi vous le faites, les qualités qu'elle doit avoir et comment vous pouvez la choisir. Donc, les dalles, elles vont servir à ramener du drainage, de la portance. Ça, c'est les deux premiers points vraiment qu'elles remplissent. Ensuite, de la souplesse. Elles permettent de réduire donc les fondations qu'on a pu voir en amont, en fonction toujours de la nature des projets et de l'étude qui a été faite au préalable. Réduction de l'entretien, parce que du coup, les sols sont stabilisés, plans et stables sur du long terme. La durabilité des projets, et donc elles améliorent la planéité du sol. Toujours, on parle sur du long terme. Comment choisir vos dalles ? Il faut faire attention aux différents points qui sont cités, donc les garanties. Par exemple, là, on est sur une dalle que vous voyez en photo qui a une garantie de 20 ans. On est sur des matériaux qui sont donc autodilatants. Attention à la souplesse aussi pour la vie au quotidien et la résistance aux UV. Donc là, par exemple, sur des dalles en type PEBD, donc polyéthylène basse densité, on est sur un matériau qui remplit tous ces critères. Attention aussi après à la résistance des dalles, à la validation du poids de charge, à la validation du coup voirie poids lourd ou voie pompier, en fonction pareil de vos projets, de ce que vous voulez stabiliser. Et aussi, point très important, du système d'attache. Là, par exemple, on est sur des dalles qui sont équipées d'un système d'attache qui est breveté et sécurisé, donc qui permet en fait toujours d'avoir une bonne tenue dans le temps et qui permet cette garantie. On arrive donc après la couche praticable sur sable et fibre pour les sols de travail, donc micro-sable, siliceux, généralement 0,1, qu'on va mettre donc sur nos sols de travail, carrière, manège, etc. Fibrés ou non, avec des fibres souvent géotextiles, recyclées si possible. Pareil, des fibres qu'on va adapter en fonction du rendu souhaité et de la qualité des sols. Le géotextile, du coup, dans son entièreté, il existe maintenant des sols 100% géotextiles, sans forcément qu'il y ait besoin de sable ou autre. Concassé, donc ça toujours pour les sols de travail. Concassé, sable drainant, donc là on va être sur les sols de détente. Donc des concassés et des sables drainants quand même assez fins pour pouvoir remplir par exemple tout ce qui est dalle de stabilisation pour avoir un bon compactage dans la dalle. Ensuite, on a aussi des systèmes de substrat pour végétaliser. Il est possible maintenant de stabiliser les sols, par exemple avec des dalles de stabilisation, avec des remplissages spécifiques pour avoir de la végétalisation qui tient sur le long terme et l'avoir du coup de la végète au quotidien si on ne veut pas faire de remplissage minéral. Et ensuite, tout ce qui est BRF, matériaux organiques, pour sol de travail ou stabilisation, ça pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité, mais on a des personnes qui sont vraiment spécialisées sur ce type de matériaux. L'entretien des sols équestres, parce que du coup, stabiliser, c'est une bonne chose, mais ça s'entretient quand même un minimum. Beaucoup plus facilement, mais un minimum. Donc, le ramassage régulier des crottins, ça pour tout ce qui est zone de détente et zone de travail aussi. Arrosage raisonné, donc ça surtout pour les zones de travail, tout ce qui va être mise en place de carrières en sable, sable fibré. Et herçage et nivelage, ça pareil pour toute la partie zone de travail. Dès l'instant en fait, qu'on a une couche praticable en micro-sable, il est important de pouvoir hercer régulièrement et de faire un nivelage, on va dire, de temps en temps en fonction de la sollicitation des sols pour garder un sol plan et stable sur du long terme.
Et donc ensuite, on arrive sur la toute dernière partie, donc, qui est la partie investissement et donc forcément coûts et tarifs qu'on va pouvoir détailler ensuite encore. Donc, pour un sol durable, choisir une solution de stabilisation qui évite tout ce qui est remontée de fondation, perte de matière, le compactage des sous-couches, donc l'imperméabilité et la création d'un sol imperméable. Tout ça, c'est des points qui sont à prendre en compte dans un bon investissement qui dure sur du long terme en fait et qui évite d'y revenir dans les années. Une stabilisation bien pensée, ça permet d'être tranquille vraiment sur du long terme et c'est bon et pour vous, et pour vos chevaux, et pour votre porte-monnaie. Donc, le point que j'ai vraiment voulu rajouter sur la fin, c'est l'importance de l'étude de projet en amont. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut prendre en compte tous les paramètres que j'ai cités, faire venir un professionnel si vous le pouvez. Pour des premières études, c'est souvent accessible et gratuit, même pour des études de projet. Donc, si vous pouvez travailler là-dessus, n'hésitez surtout pas pour un projet qui dure derrière. Et c'est fini. Je ne sais pas, Pierre, du coup, si tu veux prendre le relais. Je vais prendre la suite. Oui, bonsoir à tous. Je vais faire une présentation succincte de l'entreprise pour resituer pour tout le monde. Donc, nous, on est spécialisé dans l'aménagement équestre, donc c'est-à-dire stabilisation de sol, donc les clôtures, les sols équestres, carrières, rondes, longes, etc. Clôture, arrosage, montage d'abris. En fait, tout ce qui va toucher à l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est, pour rentrer dans une case, on est vraiment terrassier, aménagement en fait pour l'extérieur. Donc, on peut en fait s'arrêter aux fondations des bâtiments, terrassement et fondation des bâtiments. J'ai oublié les réseaux aussi, c'est des choses qui ne se voient pas mais qui sont tout aussi importants pour amener l'eau, l'électricité. Et puis, dans les réseaux aussi, on a tout ce qui est les eaux pluviales en fait, des bâtiments à gérer. Et tout ce qui est aussi caniveau, tranchées drainantes. Dans la présentation qu'on a pu avoir, voilà, la gestion des eaux de pluie est assez importante. Donc, dans le terrassement avec les pentes appropriées et dans certains cas, de mettre en place des caniveaux, des tranchées drainantes, etc. pour faire partir l'eau. En fait, c'est la base du métier de terrassier. Donc, pour en revenir sur la stabilisation, on va dire que l'essentiel a quasiment été dit. Moi, si je peux essayer de rajouter des choses par rapport à des retours de clients ou de personnes que j'ai pu avoir, voilà, c'est ce qui a pu être dit, c'est l'étude au préalable qui a été, qui est en amont, qui est importante. Quand on parle on parle d'études de sol, si vous avez vraiment des doutes en fait sur sur la quantité de cailloux à mettre, une étude de sol est vraiment préférable. Pour du terrassement, de la stabilisation de sol, en extérieur, on va dire que les terrassiers locaux vont avoir des épaisseurs un petit peu type, connaissant le lieu en fait et la géographie. Voilà, mais dès lors que vous avez des doutes ou dès lors que vous touchez à des fondations de bâtiments, là c'est quasiment indispensable. C'est une sécurité pour vous, pour le terrassier, pour le constructeur du bâtiment. Donc c'est quelque chose de quasi indispensable en fait pour déterminer la portance qu'il va falloir avoir et donc ce qui va induire l'épaisseur de cailloux à mettre. Donc, quand on parle de stabilisation des sols, il peut y avoir différentes solutions, mais ça oblige d'emblée en fait à avoir une structure portante en gros cailloux, donc comme on a pu voir, drainant ou non drainant. Et quand voilà, on parle de gros cailloux, c'est je ne sais pas si vous avez pu acheter déjà du caillou, on parle de 0,100, 0,150, 0,200. Ça, c'est les millimètres en fait des cailloux que vous allez recevoir. Donc là, voilà, pour une structure portante, on part d'emblée sur du 0,100 ou 0,200 ou 0,250 pour en fait avoir la portance nécessaire
qui peut varier en fonction si c'est une stabilisation qui sera simplement pour une pratique à pied ou à cheval, ou si c'est pour du carrossable, donc pour un passage de véhicules lourds et encore plus si c'est du poids lourd ou du tracteur. Donc voilà, après, on a des ratios. Moi, j'ai des ratios un petit peu dans ma région, mais on part sur 20 cm justement pour véhicules très légers, voire accès piéton, et dans certains cas sur un autre extrême avec des terrains assez complexes, très argileux, qui peuvent énormément bouger. On va jusqu'à 50 cm de cailloux. Donc, on va dire pour fixer un prix, en fait, c'est très large, c'est une fourchette. Vous ne pouvez pas vous dire, moi j'ai un projet d'écurie active ou un projet tout autre, pardon, j'étais dans les écuries actives en ce moment, donc je parle de ça, mais voilà, que ce soit des box courettes, que ce soit des allées, voilà, on peut que parler de fourchette de prix, puisque voilà, l'épaisseur compte beaucoup, et donc le volume de cailloux que vous allez avoir besoin. Et puis après, derrière, c'est l'accessibilité du chantier qui va aussi déterminer le prix au mètre carré, parce qu'en tant que terrassier, on pratique des prix au mètre carré. Et si vous avez un accès pour un porteur ou pour un semi-remorque, eh ben, votre prix du mètre carré, il va forcément être impacté. Si vous devez déposer les cailloux à l'autre bout de votre écurie ou de votre maison, etc., on va avoir de la reprise de matériaux. Donc, forcément, ça va impacter et on sera que sur des fourchettes de prix. Et donc, ensuite, voilà, il y a différentes solutions qui peuvent être possibles pour la stabilisation des sols, qui sont aussi propres aux régions aussi, puisqu'on a les carrières et on travaille de manière assez locale. Mais donc voilà, moi, ce que j'essaye de conseiller aux gens, c'est de soit partir en fait dans mon coin, hein, c'est sur du calcaire, où là pour le coup, si c'est pur calcaire, on aura un sol qui sera étanche. Donc là, il faut vraiment être vigilant pour la gestion des eaux de ruissellement qu'il va y avoir. Et sinon, des techniques avec les dalles alvéolées qu'on a pu voir pour avoir une perméabilité du sol. Et si je peux faire un retour, moi, de ce que je peux voir au quotidien avec les gens que je peux rencontrer, c'est par rapport aux dalles alvéolées d'être très vigilant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que les dalles alvéolées vont suffire. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que c'est vrai on voit, il y a que ça amène de la portance, voilà, mais ça ne suffit pas de mettre un géotextile et des dalles alvéolées et de remplir de sable. Ça va très mal vieillir, même si c'est pratiqué juste avec les chevaux. Le terrain en plein hiver va bouger. Donc ça, et je le vois très fréquemment, donc je tiens à alerter quand même là-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Les questions vont peut-être me faire revenir certaines choses, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour et qu'après, Charlotte, tu peux voir éventuellement les questions. Oui, tout à fait. Katie, on avait des questions déjà posées, peut-être celles qui nous avaient déjà été posées sur Facebook ou par mail. Est-ce que tu peux les poser et après on lancera les échanges? Pas de problème. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, dans un premier temps, on a une question. Donc, je me demandais quels étaient les impacts en termes de pollution des sols lors de l'utilisation des dalles en plastique ou des dalles en béton. Alors, pour les dalles en plastique, du coup, nous, pour les dalles qu'on utilise, donc on est sur la dalle de stabilisation EcoRaster, on est sur des dalles donc, en polyéthylène basse densité, comme vous avez pu voir sur le PowerPoint.
On est sur des dalles qui sont neutres pour l'environnement, donc zéro risque en fait au niveau de l'impact sur l'environnement, parce que zéro risque de nanoparticules ou de dégradation dans le sol. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour le béton, Pierre, je ne sais pas si toi, tu sais dire… Oui, en termes de, le béton, on va dire qu'au niveau de la fabrication, on va dire qu'il y a de la pollution. Après, si il peut y avoir une durabilité quand même du matériau, à condition que le fond de forme, la couche de structure en cailloux dessous soit bien adaptée. Il y a un aspect quand même de durabilité qui est intéressant sur ce produit. Okay. Merci. Donc ensuite, la même personne a posé la question, est-il vrai qu'un sol remué l'hiver par les chevaux devient de plus en plus profond chaque année? Une zone un peu boueuse doit-elle être stabilisée car le phénomène va forcément s'aggraver? Oui, si je peux répondre, oui, effectivement, plus on va brasser en fait la terre, plus elle va avoir tendance à rester entre guillemets aérée. Donc oui, il faut stabiliser. On a vu dans la présentation tout à l'heure pour des raisons de santé pour les chevaux. Voilà, vous allez être beaucoup plus perdant à ce niveau-là. Et puis, pour le confort des gens qui vont travailler ou si c'est pour un particulier, voilà, on va y gagner aussi fortement. Donc, effectivement, les zones récurrentes en termes de boue, c'est-à-dire les entrées de champs, les entrées de paddock ou les goulots d'étranglement entre deux parcelles, effectivement, c'est préférable de les stabiliser. Après, moi, de mon point de vue, de mon expérience, puisque j'étais dans les chevaux avant, je conseille aux gens au maximum, de toute manière, l'hiver, de les cantonner sur une zone clairement stabilisée, sauf si on a un ou deux chevaux sur 2 ou 3 hectares. Je conseille quand même fortement de les laisser sur une zone qui est stabilisée. Comme ça, en fait, on a les chevaux qui sont pas dans la boue, qui ne sont pas dans l'humidité permanente. Et on a aussi le côté des prairies, en fait, qui sont préservées, parce que le problème aussi de les faire pâturer l'hiver, on a de l'herbe qui est très peu riche. Donc, de toute manière, le cheval n'a pas les apports qui lui suffisent. Et on a du mal en fait au printemps à avoir des parcelles qui se régénèrent. Donc la laisser reposer en fait l'hiver, la parcelle, c'est tout aussi intéressant. Donc bon, je parlais tout à l'heure d'écuries actives. Vous avez d'autres solutions d'aménagement équestre, d'hébergement équestre. Mais voilà, de conserver en fait le côté vie sociale sur un environnement assez étendu et en tout cas bien dimensionné en fonction du nombre de chevaux et intéressant pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait de côté valorisant pour la structure d'avoir des sols stabilisés. Voilà, quand les personnes travaillent du matin au soir et qu'on peut rester entre guillemets en boots sans avoir besoin des bottes qui sont pleines de boue jusqu'à la moitié des bottes. Voilà, il y a un confort de travail pour tout le monde à tout niveau, quoi, hein. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Ensuite, peut-être juste, Katie, je te coupe pour rebondir là-dessus parce qu'on avait une question. Justement, quelle est la surface stabilisée préconisée lorsqu'on veut garder ses chevaux une partie de l'hiver, en tout cas uniquement sur cette partie stabilisée, si on n'a plus d'accès aux pâtures à un moment donné? Alors, ça, au niveau des surfaces, il y a eu des études qui ont été faites. En dessous de 100 mètres carrés par cheval, c'est assez restreint et voire même dangereux pour les chevaux, accidentogènes en fait. Donc, moi, c'est vrai que on est entre 150 et 180 mètres carrés par cheval.
ce qu'on essaye de faire dans des aménagements comme ça collectifs, c'est de faire en sorte que ce soit le plus sécure possible. Ce qu'on veut éviter, c'est les accidents. Donc, il y a une surface minimale par cheval. Et puis, dans les aménagements, quand on pense le projet, c'est de faire en sorte d'anticiper les accidents qu'il peut y avoir. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de passage étroit, un peu des goulots d'étranglement, des couloirs, etc. Il faut faire en sorte d'élargir. Et donc, ça, c'est des chiffres aussi qu'on a. Au moins, on essaie de faire 7 mètres de large dès qu'on a un passage étroit. C'est que, voilà, dès qu'il y a une zone, il ne faut jamais que ce soit inférieur à 7 mètres parce qu'on se dit, s'il y a un dominant et un dominé qui se croisent, il ne faut pas que voilà, le dominant envoie le dominé dans la clôture et qu'il traverse la clôture. Il ne faut pas non plus d'angle droit, donc on essaye d'arrondir bien les angles pour qu'il y ait un échappatoire en fait à chaque fois et de minimiser le stress. Et juste là, sachant qu'on est dans les ratios un petit peu, les chiffres, les surfaces intérieures, c'est la même chose. On est sur 9-10 mètres carrés par cheval de surface abritée pour justement faire en sorte que le cheval ne soit pas stressé et de multiplier aussi les endroits. Ça peut être tout aussi intéressant, c'est-à-dire que si vous avez un groupe de chevaux, ils peuvent être 2, 3, 4 et voilà, et être un groupe dans cet abri-là, un autre groupe dans l'autre abri. Voilà, l'idée vraiment de ces aménagements-là, peu importe le type paddock paradise, écurie active, etc. et j'en passe, c'est de faire en sorte d'éviter tout problème. Alors, je vais prendre les questions qui sont dans le chat parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde de façon assez synthétique pour pouvoir répondre à tout le monde. Et derrière, on pourra rentrer un peu plus dans le détail selon les questions. Alors, est-ce qu'il y a besoin de dalles pour mettre du BFR, mais on dit BRF, et que pensez-vous pour une aire de travail? Alors, on peut mettre avec ou sans dalles. Pour le coup, ce n'est pas un besoin, on peut mettre avec ou sans. Et pour une aire de travail, ça peut le faire, tout dépend en fait, c'est toujours pareil, c'est une étude de projet qui doit se faire, mais ça peut se faire, tout dépend des disciplines qui vont être pratiquées, de la sollicitation des sols, de la quantité de travail qu'on va faire. Ça peut correspondre. Ok. Nous, on a des labellisés écuresses qui ont des carrières ou des paddocks en copeaux de bois qui en sont plutôt contents pour une utilisation plutôt loisir. Oui, loisir, c'est ça, ouais, exactement. Alors après, on a en sol argileux, nécessite-t-il un géotextile ou un fond calcaire ou les deux lors de la réalisation d'une carrière? Alors, ça peut nécessiter les deux, c'est toujours pareil. C'est un sol argileux, c'est un sol justement qui peut avoir tendance à être un peu instable du coup, qui peut être aussi imperméable, donc qui va mal gérer l'infiltration des eaux. Donc un géotextile, on travaille souvent avec du géotextile sur les créations de carrières dans tous les cas. Après, on parlait de calcaire, c'est ça dans la question? Oui, je crois que j'ai entendu calcaire. Oui. C'était calcaire, oui. Après, le calcaire, tout dépend en fait de l'étude de sol, du rendu qu'on va vouloir. Mais le calcaire, oui, on peut avoir un fond de forme calcaire si le calcaire est drainant, en fait, est qualifié de drainant. Sur un sol argileux, mettre un vrai sol compacté calcaire, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire. Je sais pas, Pierre, ce que tu en penses, mais... Mais il y a différentes solutions techniques qui peuvent venir pour ce type de sol. C'est vrai qu'il y a, alors nous on ne fait pas, mais il y a un traitement de sol qui peut s'effectuer. Donc là, on ne parle pas écologie, hein, un traitement de sol qui peut se faire à la chaux et au ciment pour en fait pallier au problème des sols argileux qui, gorgés d'eau, peuvent énormément bouger. Donc, où là, entre guillemets, ça résout le problème direct dans le sens où on verrouille, on ferme le sol pour récupérer la portance et éviter toute instabilité du sol. Après, voilà, si on n'est pas sur ce type de solution technique assez onéreuse,
Le géotextile est d'office obligatoire pour moi parce qu'on a des remontées argileuses qui peuvent se faire. Après, tout dépend de l'usage. On en revient au sujet de tout à l'heure. Si c'est que piéton ou si c'est un parking poids lourd, hein, pour prendre les deux extrêmes, puisque voilà, on aura des contraintes qui vont s'appliquer qui seront beaucoup plus importantes. Donc, imaginons un SMI 40-50 tonnes qui arrive sur le terrain mouillé. On va avoir l'argile va vouloir sortir. Donc, il faut d'office un géotextile pour justement séparer les strates. Et puis en général, sur ce type de sol-là, on part sur une grosse structure de sol pour justement avoir la résistance mécanique suffisante et ne pas subir les instabilités de l'argile. Je vais continuer, je ne sais pas si j'ai un temps. Oui. Alors du coup, on a une autre question, c'est quel est le coût d'une étude de projet accompagnée par un professionnel? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout dépend du professionnel. En fait, ça, c'est assez propre à chaque société. Pour le coup, nous, Éco-Écurie, moi, pour la partie stabilisation de sol, aménagement de sol, la première étude est gratuite. Donc, première étude sur plan si besoin, premier devis, première coupe adaptée en fonction de la nature du projet. Un rendez-vous sur place, forcément, est conseillé parce qu'une étude de projet à distance, c'est compliqué. Mais voilà, c'est des prestations qui peuvent être gratuites, enfin, qui sont gratuites dans un premier temps, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ok, merci. Je continue. Alors, on a quelqu'un qui nous dit « Bonsoir, l'inconvénient qui revient souvent avec les dalles, c'est qu'elles sont glissantes en conditions humides. Quelles sont vos suggestions? Merci. » Alors, les dalles, oui, en effet, on a quelques retours comme quoi elles peuvent être glissantes. La première solution, ça va être le remplissage, en fait, adapter le remplissage. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour le remplissage. Un matériau drainant, pas trop épais pour avoir un bon compactage, déjà dans un premier temps. Si vous voulez éviter tout glissement, en fait, il faut que vous ayez une petite couche de matériaux par-dessus la dalle. Là, pour le coup, on est sûr que ça ne glisse pas. Si vous voulez que ce soit bien à fleur de dalle, du coup, pour pouvoir, par exemple, entretenir avec un rabot, une balayeuse ou autre, il faut juste que vous fassiez attention, en fait, au compactage vraiment de ce matériau, que ça reste bien à fleur de dalle et que, du coup, quand vous entretenez ou quoi, que ça se vide pas au fur et à mesure. Après, il faut toujours prévoir quand même de temps en temps sur les premiers mois, avec le temps de compactage en fait à l'intérieur des dalles, un tout petit peu de matériaux, donc de sable à remettre de temps en temps sur vos dalles. Ok. Donc après, quel serait le coût d'une étude de projet écurie privée, stabilisation des sols, stabilisation aire de circulation des chevaux pour éviter d'endommager les prairies par mauvais temps? Du coup, c'était un petit peu ce que j'ai dit tout Oui. à l'heure, ça, sur ce type d'étude de projet. Le premier déplacement est gratuit, en sachant que du coup, juste pour vous contextualiser un petit peu, moi, pour l'instant, je me déplace sur toute la France, ce qui va changer parce que l'équipe va s'agrandir. Mais voilà, le premier déplacement est gratuit pendant une tournée. Donc, par contre, c'est sûr que ce n'est pas à une date précise. C'est des dates qui peuvent être un petit peu loin dans le temps parce que forcément, j'ai plusieurs tournées. Mais voilà, et donc l'étude sur place et ensuite les premiers devis sont gratuits. On a ensuite, si on fait toute la préparation du sol, c'est-à-dire décaissement, nivellement, empierrement de différents calibres, pourquoi faut-il ajouter des dalles? Leur avantage serait précisément de ne pas devoir terrasser et autres gros travaux. Oui, bien sûr. C'est juste qu'on prend en compte tout type de projet, en fait. Il y a des projets sur lesquels on doit en fait mettre plusieurs couches de fondation pour avoir une bonne durabilité, même avec des dalles, en fonction de la sollicitation. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les dalles alvéolées apportent de la résistance, mais il nous faut obligatoirement une structure de cailloux en dessous pour éviter les mouvements de terrain au passage des véhicules et même des chevaux sur à moyen long terme.
Et on va dire que moi, je propose les deux solutions, soit dalle alvéolée ou soit une stabilisation calcaire. En fait, le calcaire, une fois stabilisé au bout de 3-4 semaines en fonction des conditions météorologiques, va apporter une structure étanche, rugueuse, qui va être facile en fait à ratisser, à balayer. Si on est plutôt sur une stabilisation en tout venant, si vous avez sûrement essayé de mettre les chevaux sur du tout venant, le problème c'est que on a le crottin qui se mélange avec le caillou et on prend à chaque fois qu'on ramasse le crottin, on prend du caillou et au fur et à mesure du piétinement, les chevaux finissent toujours par mélanger en fait les crottins et le tout venant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur ces deux types de solutions possibles. On a une question. Le BRF nécessite-t-il l'ajout chaque année? Faut-il stabiliser dessous si utilisé en zone stabilisée? La fin de la phrase, c'est quoi, pardon? Faut-il stabiliser dessous si utilisé en zone stabilisée? Je pense qu'on parle des paddocks et autres, du coup, à mon avis. Enfin, type paddock ou autre. Du coup, moi, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, mais oui, il y en a en fait qui mettent une couche suffisamment épaisse pour faire en sorte que sur du piétinement simple, on est suffisamment, mais pour le coup, on est sur des épaisseurs assez importantes aussi, hein. Et puis après, au niveau de l'entretien, il faut en ramener tous les ans ou tous les 2 ans par-dessus. Est-il possible de stabiliser l'abord d'un abri en faisant tout le terrassement mais sans dalle, avec ajout de sable? Alors, oui, c'est complètement possible. Autant pour moi, tout à l'heure, j'ai dit en gros qu'il y avait que calcaire ou dalle alvéolée. Il y a effectivement la solution de faire une stabilisation, un empierrement et une couche de sable au-dessus. Donc ça c'est possible. Après, il y a la logique pour le cheval en termes de déplacement, il sera sur du mou en permanence. Tout dépend la qualité du sable que vous allez choisir. Donc voilà, d'être sur du mou en permanence, c'est pas forcément bien. Et ensuite la logique d'entretien derrière, où ce que je disais sur le tout venant qui se mélangeait avec le crottin, avec le sable, du coup c'est encore pire. Donc ça c'est une notion qui est importante en termes d'amorti. Il faut ni que le cheval soit sur du mou en permanence, ni qu'il soit sur du dur aussi en permanence. Voilà, c'est tout son physique. Voilà, le fait qu'il soit sur du dur, moi j'ai déjà vu des chevaux justement engorgés, ils n'étaient pas bien, et sur du mou, bah, c'est pas forcément bien pour l'ensemble des articulations, tissus mous, etc. Donc, ce qui est bien, c'est d'alterner des zones en dur et des zones en sable. Peut-être on a une question qui nous rapproche un peu du laver les curesses et de la partie environnementale. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Victoria, sur l'impact des dalles, mais ça revient, donc je repose la question. Avez-vous des retours de données techniques sur l'impact écologique de certains matériaux? Y a-t-il des microplastiques qui se dispersent dans le sol avec le vieillissement des dalles ou autres, par exemple? Est-ce qu'on a une comparaison de l'impact sur la vie du sol entre les différents choix? Donc, par exemple, entre des dalles stabilisées ou une stabilisation calcaire, quel sera l'impact finalement sur la vie du sol et donc sur la biodiversité indirectement? Alors, donc pour parler toujours de la dalle, alors il faut savoir que oui, il y a des dalles plastiques qui ne sont pas neutres pour l'environnement, qui n'ont pas d'autodilatation, pas de résistance aux UV, pas de résistance aux urines ou autres. Donc là, ce sont des dalles en fait qui vont se dégrader dans le temps et donc dans le sol. Tout dépend du choix en fait du plastique et de la dalle. Là, pour le coup, sur le polyéthylène basse densité, aucun risque sur tous ces points.
Au niveau de la tenue dans le temps, ben, si vous voulez, si vous stabilisez avec ce genre de dalle, étant donné qu'on garde le drainage, l'infiltration des eaux et donc la perméabilité des sols, on garde en fait une biodiversité en continu en fait, hein, pour le coup. Le but, c'est de dénaturer le moins possible la nature du sol. Donc, même si on apporte des fondations en préparation, parce que comme disait Pierre tout à l'heure, oui, juste une dalle posée sur un géotextile, ça règle aucun problème en fait, hein. Le sol bouge et est instable comme il l'est de base, même avec juste une dalle. Alors, vous allez obtenir un peu plus de portance, cette répartition des charges, mais ça va quand même bouger. Notre but, c'est quand même de dénaturer le moins possible le sol de base, d'amener le moins de fondations possible, mais quand même d'avoir des projets qui tiennent dans le temps. Du coup, tout ce qui est fondation avec lesquelles on va travailler, on va pas en fait, on va pas jouer de manière négative sur la question environnementale des sols et sur le bon fonctionnement de la biodiversité. Tout comme il est possible avec des dalles d'avoir de la végétalisation en continu, différents types de végétaux. Donc toujours pareil, pour la biodiversité, on n'a aucun impact, ni environnemental et ni sur la biodiversité. Pour les dalles écorasters en tout cas. Ok, merci. Après, je crois que dans la question, on demandait pour les autres matériaux, mais là, pour le coup, derrière, en fonction des stabilisations, je ne pourrais pas répondre sur l'impact environnemental, à part ça, quoi. Alors, c'est sûr qu'après, si on regarde la partie BRF, évidemment, si on n'a pas de stabilisation, en tout cas de décaissement ou autre, et qu'on met juste du BRF, effectivement, après quelques années, ça finira en compost, en humus, et ça se réintégrera dans le sol. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la durabilité du projet, de si on a la possibilité de remettre du BRF tous les ans. Alors, c'est vrai que nous, parmi nos labellisés, on en a qui font ça, qui ont énormément de haies, et du coup, à chaque fois, ils broient leurs haies et ils en rajoutent tous les ans. Donc là, effectivement, d'un point de vue écologique, on est sur des matériaux uniquement naturels qui vont se dégrader. Et dans 50 ans, si on revient, on ne retrouvera plus rien, ça se sera composté. Mais c'est évidemment en fonction de chaque projet et en fonction de l'utilité, de l'intensité et de la pérennité. C'est pour faire bouger un peu le débat, mais c'est vrai qu'on a un autre impact, et je crois que j'ai vu passer la question par rapport à la zone de captage d'eau potable. C'est là où je voulais en parler, mais ce sujet-là est aussi intéressant. C'est que le fait de stabiliser des zones, même si on met des zones, on essaye d'aérer le plus possible, d'avoir des surfaces les plus grandes possibles, je veux dire, il y a quand même une concentration de crottin et d'urine. Donc, c'est tout aussi intéressant aussi de se dire qu'on peut ramasser, on essaye de ramasser le plus possible les crottins pour en fait éviter la pollution des sols aussi, quoi. Oui, et de toute façon, l'hiver, à partir du moment où il y a une zone d'affouragement, que ce soit stabilisé ou non, on a une concentration des crottins. Alors effectivement, quand c'est un plus stabilisé, on va chercher à plus les ramasser, mais cette concentration des crottins et des urines, finalement, à partir du moment où on a des zones d'affouragement, que ce soit stabilisé ou non, on les retrouve. Oui. Alors après, il y a une question sur avez-vous connaissance des subventions qu'il serait possible d'avoir en Normandie? Donc là, je pense que c'est plus moi qui vais répondre. C'est vrai qu'en Normandie, avec le soutien aux investissements dans la filière équine, il y a des subventions qui prennent en compte, entre autres, les aires stabilisées, les écuries actives, tout ça. Ce n'est pas le cas des autres régions. Après, je vous invite pour toutes les régions à regarder auprès de vos conseils régionaux s'il y a des aides qui peuvent permettre, en tout cas, de financer une partie des aires stabilisées. Ensuite, nous avons une question pour couche de finition des chemins empruntés par les chevaux. Est-il intéressant de virer les tailles de grains? Je suis désolée, ce n'est pas très français. Jusqu'à un gravier rond façon roulée. Quid des recyclages de synthétiques de terrain de foot? Ah, je pense qu'on parle d'autres types de sols, dont les synthétiques qu'on peut voir parfois sur des marcheurs ou autres, et sur le recyclage de ces sols-là. Est-ce que vous avez des réponses? En fait, il y a deux questions. En fait, voilà, c'est le revêtement de finition, d'avoir je pense que c'est pour la sensibilité des pieds des chevaux. Je ne sais pas si je comprends un peu la chose. Là, en termes de... il y a des sables stabilisés qui existent, des sables stabilisés
étanches ou non. Quand je dis étanches, il y a des sables stabilisés perméables à l'eau ou imperméables qui sont là renforcés avec du ciment, plus résistants, qui ferment plus le sol, mais qui du coup sont imperméables. Et donc là, les chevaux, effectivement, c'est assez agréable de marcher pour les chevaux, contrairement à un tout venant avec des cailloux concassés qui peuvent faire mal aux pieds des chevaux. Donc, il peut y avoir ça. Et effectivement, j'ai vu dans certaines écuries des tapis récupérés sur des terrains. Donc, avec des gens qui font ça pour des courettes ou des choses comme ça. Voilà, après, on élargit un peu le débat dans le sens où voilà, plus on met nos chevaux sur des choses confortables, moins ils fortifient leurs pieds aussi. Donc voilà, c'est assez large à ce niveau-là dans le débat qu'on pourrait avoir là-dessus. Après, vous parliez de gravier roulé. Là, il y a la notion d'entretien, c'est-à-dire que s'il y a des crottins dans le gravier roulé, etc., ça va arriver à se mélanger. Même si c'est des aires de circulation, on est bien d'accord. Hein, vous parlez des chemins empruntés, donc je pense que vous parlez en dehors des zones d'hébergement propres aux chevaux. Mais voilà, la notion d'entretien et puis une autre notion écologique sur l'herbe qui peut pousser, plus on va avoir d'interstices en fait entre les cailloux, notamment avec un gravier roulé, plus on va avoir des morceaux de crottin, de feuilles, des choses qui vont être amenées avec le vent, qui vont favoriser la pousse de l'herbe. Donc là, on est sur une autre problématique une autre problématique écologique. Et pour le coup, le sable stabilisé, l'avantage, c'est que ça peut. Faut créer le mouvement sur des zones stabilisées comme ça pour éviter que l'herbe pousse. Et pour le coup, la zone, un sable stabilisé peut facilement être remué pour désherber, contrairement à un tout venant ou à un gravier roulé. Ok, je ne sais pas tout à l'heure du coup si on avait posé la question qui était sur Facebook sur s'il y avait besoin de permis pour faire des dalles stabilisées, de la stabilisation des sols, parce que ça revient un petit peu là. Oui, alors non, pour le coup, il n'y a pas besoin de permis spécifique pour stabiliser des sols par le biais de dalles, si ce n'est après peut-être des déclarations de travaux en mairie en fonction des villes ou des endroits, mais pas de permis spécifique en tout cas pour les projets de stabilisation, hors bâtiment bien sûr. Et du coup, pas de spécificité pour des zones de captage d'eau potable? Ça, Pierre, tu vas peut-être pouvoir mieux répondre que moi. Les captages d'eau, oui, j'ai vu la question est passée tout à l'heure. Là, en fait, en termes de normes, on n'a pas de loi qui impose, puisque on concentre les chevaux à un endroit et qu'on a tendance à avoir du ruissellement qui peut se faire avec des eaux de ruissellement polluées. Pour le moment, il n'y a pas de loi qui contraignent, même si je trouve ça entièrement justifié qu'on y arrive à un terme, hein, d'avoir des espèces de bassins en fait de décantation en aval de la stabilisation avant que ça se rejette dans un ruisseau, dans un étang. Voilà, ça c'est pour le moment de l'ordre de la conviction écologique de chacun. Mais voilà, on en a encore parlé ce matin, de faire écouler des eaux stagnantes de fumière vers une mare. De moi-même, j'ai dit non, quoi. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de normes là-dessus. Pour le coup, effectivement, le stockage du fumier est réglementé et là, il y a des vraies règles à respecter. Aujourd'hui, sur les zones de stabilisation comme ça, qui est quelque chose qui finalement est assez récent, on n'a pas de réglementation en tant que telle. Par contre, sur tout ce qui est stockage du fumier, puisqu'on n'arrête pas de parler de ramassage du fumier et même de crottin sur ces dalles de stabilisation ou sur ces zones-là,
effectivement, ça doit être stocké en respectant les règles comme du fumier dans une fumière ou en tout cas sans écoulement direct dans le milieu. Après, revient la question des coûts. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une fourchette même très large pour les différents cas de figure? Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous donner des prix ou des coûts? Là, ce qui est demandé, stabilisation sans fondation ou avec fondation, si c'est une fondation superficielle ou une fondation profonde. Et peut-être si vous pouvez comparer la solution avec dalle ou calcaire. Alors moi, j'ai 2 fourchettes de prix pour le coup, qui sont assez larges, hein, mais c'est vraiment pour donner une première idée. J'ai une fourchette de prix donc, pour la stabilisation par le biais de dalles, donc juste sur de la fourniture. Donc là, je parle uniquement de la fourniture des dalles. On est sur une fourchette qui va de 11 à 20 € hors taxe le mètre carré, en fonction des dalles qu'on va choisir, pareil, qu'on va adapter en fonction des projets et des sollicitations. Et donc ensuite, j'ai une deuxième fourchette de prix pour des projets clés en main. Alors, ça répertorie pas en fait un type de fondation, c'est vraiment une fourchette de projet clé en main. J'entends, on part d'un terrain neutre. J'ai une équipe qui fait le travail en entier sur une stabilisation de sol de A à Z. On est sur une fourchette de prix entre 40 qui peut aller jusqu'à 50 € hors taxe le mètre carré. Pareil, tout dépend du projet, des fondations qu'on va mettre, des matériaux, des accès, comme disait Pierre tout à l'heure, si on va avoir des accès semis, des accès en 8-4. Enfin voilà, comment va être mis en place le chantier, des allers-retours qu'on va avoir à faire ou non. Ça prend beaucoup de choses en compte, d'où l'importance de l'étude. Et du coup, Pierre, peut-être une fourchette pour la partie calcaire? Oui. Pour la partie calcaire, donc on parlait des accès, etc. Ce qui joue aussi, c'est la surface que vous allez demander au professionnel qui va vous faire ça. Si vous demandez 50 mètres carrés ou dans l'autre extrême, si vous demandez 1000 mètres carrés ou plus, vous allez forcément avoir des écarts de prix à ce niveau-là. Mais si je vous, en fait, dans le prix, il y aura le décaissement avec de la terre qui va être mis sur la propriété. Pareil, parce que la fourchette va fortement évoluer si vous voulez faire évacuer la terre décaissée. Donc là, on considère qu'elle est déplacée sur place. Un géotextile et un empierrement de 20-25. On sera autour de 14 € plus. Enfin, moi, là, je vous donne un prix rond, mais encore une fois, il y a beaucoup de variables. Voilà. On t'entend pas, Charlotte. Pardon. Existe-t-il d'autres possibilités de stabilisation que les dalles et co-rasters des dalles sans qu'il soit nécessaire de terrasser? Est-ce que vous avez connaissance de dalles qui existeraient? Alors oui, il y a beaucoup de dalles sur le marché et il y a beaucoup de dalles qui sont vendues sans avoir besoin de fondation. Là, j'en vois qui ont été citées dans le chat sur le côté. Oui, c'est possible hein, de trouver des dalles à poser sans fondation. Voilà. Après, à voir comment ça évolue dans le temps et comment ça vieillit, comment le sol se comporte, etc. Mais ça se trouve. Dans les retours, c'est bien, c'est que les gens font aussi part de leurs expériences. C'est ça, ouais. Il y en a qui ont testé ces dalles justement sans fondation sur un sol argileux. Et même si les dalles, a priori, sont bien, la terre remonte. Donc, cette personne-là va devoir les démonter et les remettre sur un lit de cailloux pour que ce soit plus durable. C'est ça. C'était à peu près le point de vue que j'allais mettre. C'est pas que je suis terrassier à vouloir vendre ma prestation, mais moi, j'y crois pas. J'en ai encore vu, je suis allé à Equitalion le dernier. Il y a des gens, des vendeurs de dalles le disent. C'est une aberration hein, pour moi. Hein. Donc, sauf si votre terrain est très caillouteux, drainant. Il est déjà stabilisé en fait. Mais moi, j'y crois pas du tout. Hein. C'est pas possible. Voilà, tout dépend des caractéristiques du terrain, mais de toute façon, à moyen terme, long terme, vous allez le payer. Donc voilà, et les retours. Enfin, quand je dis moyen terme, long terme, un hiver aussi peut suffire. Hein. Tout dépend de la circulation que vous allez avoir sur ces sols-là.
Mais si vous voulez avoir quelque chose de pérenne et en plus esthétique, il faut dimensionner la chose correctement dès le départ, hein, c'est sûr. Oui, et finalement, parfois, de devoir y revenir 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça coûte finalement plus cher, enfin aussi C'est cher, ça, voire ouais. plus cher que de le faire tout de suite. Oui. C'est important. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ah non, il y a un autre retour d'expérience sur des équipistes moitié stabilisés, moitié non. Comme ça, les chevaux ont le choix et ça permet de diviser l'impact sur l'écologie par 2, mais aussi l'économie par 2. C'est vrai que ça, sur certaines écuries actives ou équipistes, on le voit, de faire juste un chemin de dalle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça se développe et ça permet de réduire les coûts, quoi. De réduire les coûts. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut faire au petit à petit. Enfin, je veux dire, les aménagements, on n'est pas obligé de penser à un aménagement complet d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser étape par étape, travailler par priorité et voir comment aussi les terrains évoluent dans le temps. Enfin, voilà, c'est possible de faire étape par étape. Ok. Est-ce que, Katie, on avait d'autres questions qui avaient été posées en amont? Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Tu as bien posé la question sur le permis, ouais. Oui, sur le permis. Et il y a une personne qui avait dit: je suis également curieuse de savoir les retours qui existent sur les dalles plastiques après 10-15 ans, voire plus, s'il y a des retours à ce niveau-là. Alors nous, pour le coup, oui, on en a. Là, il n'y en a pas sur le webinaire, mais oui, on en a. On pourrait vous donner des exemples, type un marcheur qu'on a refait en région Eure-et-Loir, qui était sollicité sur des dalles EcoRaster depuis quasiment 25 ans. Et qui a été refait parce que en fait, le fond de forme au bout de 25 ans avait bougé, mais la dalle en elle-même, à part avoir été un peu râpée par les pieds des chevaux, forcément au bout de 25 ans, sur en plus un marcheur avec mouvement circulaire. Mais oui, on a des retours sur des dalles posées depuis très longtemps. Après ça, il faut venir nous poser la question directement. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite synthèse? Donc là, je pense plus Pierre. Peut-on avoir des comparaisons points forts, faibles, avantages, inconvénients de la stabilisation par dalle par rapport à la stabilisation calcaire? Au niveau en termes économiques, on va dire que forcément que le calcaire est moins onéreux. Ça c'est sûr. Après, on en a parlé tout à l'heure, le point faible du calcaire, c'est que si vous avez vos chevaux qui sont entièrement sur de la surface calcaire, c'est très, très rigide en fait. On ne va pas dire que c'est une dalle béton, mais c'est tout comme. Alors, on a de la rugosité puisque on reste sur un matériau de calcaire, de carrière, un minéral. Donc, il y a des irrégularités qui empêchent le glissement des pieds des chevaux. Mais c'est très, très rigide, contrairement aux dalles alvéolées qui gardent une certaine souplesse quand même pour les pieds des chevaux. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Si vous avez du calcaire, il faut quand même alterner avec des zones en sable pour qu'ils puissent avoir différentes sollicitations pour le physique global du cheval. Après, pour les deux stabilisations, on va dire que l'avantage équivalent, c'est qu'en termes d'entretien, on est sur des surfaces quand même assez faciles à nettoyer, que ce soit rabot, godet balayeur, ratisse. Voilà, on a quand même des facilités d'entretien avec ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être sur, je ne sais pas si on a déjà les retours, mais sur finalement la durabilité. Est-ce que le calcaire, au bout d'une certaine durée, il faut refaire plus vite que des dalles ou non? Ou simplement, on n'a peut-être pas encore le recul? Moi, personnellement, oui, je n'ai pas le recul sur 20 ans des deux produits. Après, pour ce qui est du calcaire, on va dire que, encore une fois, si l'épaisseur en fait de calcaire est suffisante par rapport à l'usage que vous allez en faire et que vous allez l'entretenir correctement, on a des choses. Enfin, ça peut être assez pérenne quand même. Hein.
moi, pour l'avoir expérimenté, même de la terre qui revient sur du calcaire, un excès de crottin, on n'a jamais de mélange qui se fait. Hein. Si votre calcaire, vous l'avez fait suffisamment sécher derrière, qui se fige correctement, on a réellement une dalle. Donc après, il faut faire attention à pas avec une lame trop creusée, mais je veux dire, il y a même une tolérance à ce niveau-là aussi. Hein. De l'ordre du raisonnable, le calcaire va tenir mécaniquement. Il y a une résistance quand même qui est assez appréciable. Hein. Ok, alors après on a une question, enfin, et un retour d'expérience en même temps, de quelqu'un qui est très satisfait d'avoir fait un paddock stabilisé avec des dalles EcoRaster. Lorsqu'on stabilise et installe des dalles autour des râteliers, comment fait-on pour délimiter la partie dalle de la partie herbe? Les chevaux pourraient se prendre les pieds dedans si on les pose comme ça. Oui, très bonne question. Alors, il y a deux possibilités, nous, qu'on met en œuvre quand on réalise les projets. Première possibilité, donc, c'est de venir bordurer les dalles, donc bordurer avec tout ce qui va être, par exemple, le bastin ou autre, tout type qui va pouvoir vous servir à délimitation. Ou alors, c'est de prendre en compte en fait un petit pourcentage de dalles, donc un pourcentage de perte de dalles, qu'on va venir semi-enterrer en fait à la fin de la surface stabilisée. Donc, par exemple, les petits modules qui composent les dalles font 33 par 33 cm. Donc, c'est de prévoir 33 voire 66 cm qu'on va venir en fait recouvrir pour retrouver le niveau du sol en fait, et que donc du coup d'une surface à l'autre, il n'y ait pas de différence quand les chevaux passent et que du coup, il n'y ait pas de risque qu'ils viennent se prendre les pieds dedans ou autre. Ok, encore une question. Est-ce qu'il y a déjà eu des analyses pédologiques après plusieurs années sous dalle afin de constater un lessivage et des horizons structurés? Est-ce qu'il y a déjà eu des analyses de sol comme ça ou pas spécialement? Alors moi, pour le coup, j'ai lu cette question. Là, tout de suite, je n'ai pas la réponse. On a un bureau d'études, nous, quand même, chez Ecovégétal depuis plusieurs années. Donc, c'est une question que je peux poser et à laquelle je pourrais sûrement répondre. Mais là, tout de suite, comme ça, non. Ok, eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y en a encore un qui, je crois. Encore. J'ai des merci, mais je n'ai pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a eu l'analyse si la technologie fonctionne? Ah oui, c'est pour les enregistrements. Ouais. Oui, c'est enregistré du coup, oui. Et quand on parle de lessivage, c'est lessivage, c'est par rapport avec le ruissellement des eaux pour Oui, la perte exactement. minérale, etc., hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah alors, je suis pas autant poussé dans cette étude-là, mais là, mon ressenti personnel, dès lors qu'on va stabiliser, on va enlever la terre végétale. Donc, de toute manière, la notion de lessivage sur les couches qui vont être en dessous, je sais pas, hein, je le dis comme ça, j'ai pas les notions, et les gens de bureau d'études et les scientifiques pourront plus justement répondre. Là, c'est juste un point de vue personnel. C'est que de toute manière, on ne pose pas une stabilisation sur de la terre végétale. Donc, on parle peut-être pas en fait de ces termes-là dès lors qu'on parle de stabilisation. Ok. Alors, quid de l'impact du sol calcaire sur les pieds des chevaux? Alors là, on est directement sur les pieds. Est-ce qu'il y a un impact spécifique ou pas? Après, c'est ce que tu disais déjà tout à l'heure, Pierre, ça peut être un petit peu abrasif et il faut alterner les sols. Est-ce qu'on a plus de données là-dessus? On va dire qu'il y a les pieds des chevaux quand même se renforcent quand on a des chevaux qui vivent en boxe et qui sont lâchés un hiver, on va dire, sur une stabilisation calcaire comme ça. On a quand même un durcissement de la corne qui se fait, puisqu'il y a des sollicitations. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure, on a quand même un sol qui est très, très rigide. Donc, si par exemple, on a un environnement assez réduit avec peu de chevaux,
voilà, on a quand même une incidence sur la physiologie du cheval, en fait, avec un manque de… je n'ai pas le terme, excusez-moi. Un manque de souplesse de ce revêtement, quoi. On a un retour d'Estelle qui dit que les pieds sont durcis et qu'il y a moins besoin de parer les pieds avec des sols stabilisés. Est-ce que le sable traité sur une couche calcaire peut être une bonne solution? Alors, le sable traité, c'est un sable ciment quand on vous dit sable traité? C'est Eva qui pose la question. Si vous pouvez juste préciser un petit peu votre question. Oui, l'idée est de fermer la couche calcaire. Oui. Alors, pour le coup, moi personnellement, j'ai jamais essayé de faire un sable ciment, mais on va dire que c'est financièrement parlant, c'est pas très intéressant puisque si vous avez une grosse couche de calcaire, avec du gros calcaire dessous et que vous remettez un sable calcaire par-dessus, que vous laissez figer suffisamment, on aura, vous allez fermer le sol comme vous dites. Donc un sable calcaire suffit. Voilà. Financièrement parlant, pour moi, ça ne sert à rien. Et… Bon, je crois que là, on a fait le tour. On a quand même comparé les différentes couches. On est parti sur 3 couches calcaires avec 3 granulométries différentes, en fait, c'est ça? D'accord. Oui. Ça, tout dépend de la granulométrie, en fait, de la structure de sol dessous. Si on a un 0, alors en calcaire, en fonction des carrières, ils ne sortent pas tout à fait la même granulométrie, mais si vous avez un 0, je prends un exemple, un 0,100 calcaire avec beaucoup de fines, une fois que vous allez avoir mis votre 0,100, vous allez quand même avoir des interstices assez raisonnables. Donc, en fait, un sable calcaire à appliquer dessus suffit. Vous n'êtes pas obligé de… En fait, nous, en tant que terrassier, on essaye de minimiser le nombre de couches, d'avoir le but escompté de la stabilisation, c'est-à-dire avoir une couche bien fermée, voilà. Mais en fait, plus vous allez avoir d'application de couches, plus ça fait du temps passé et donc un coût supplémentaire. Donc, pour moi, 2 suffit si la première, je l'ai expliqué, a une bonne homogénéité au niveau des grains qu'il peut y avoir entre du fin et du gros. Et ça, c'est propre à chaque carrière et même parfois, d'un camion à l'autre, ça peut être différent. Donc, ça, on ne sait pas toujours. OK. Dans une prairie, est-il possible de stabiliser avec du calcaire autour des abreuvoirs antigel? Oui, c'est possible. C'est possible de stabiliser. Enfin, après, voilà, comme disait Pierre tout à l'heure, la stabilisation calcaire peut correspondre, en fait, si ce n'est pas sur des trop petites surfaces, sollicitées sur du long terme au niveau articulaire. Là, pour juste le pourtour des abreuvoirs, je ne sais pas ce que Pierre t'en pense, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, complètement, oui. J'étais en train de lire les messages, donc j'ai entendu abreuvoir, j'ai entendu calcaire. L'idée, c'est de… En fait, la question, c'était est-ce qu'on peut stabiliser autour des abreuvoirs? Mais oui, parce que là, on a parlé tout à l'heure des stabilisations plus larges, que ce soit sur des paddocks ou vraiment des zones d'hivernage. Mais un aménagement global, oui. Voilà, on peut également stabiliser juste des zones d'affouragement ou les zones d'abreuvoir. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'essaye d'expliquer aux gens de faire des zones, si c'est pour 2 chevaux par exemple, 2 ou 3 chevaux, de faire en fait des zones où ils vont avoir l'ensemble des éléments
pour satisfaire leurs besoins en fait au quotidien et de soulager en fait les paddocks, les pâtures. Donc en fait d'avoir l'avantage d'une vie sociale à l'extérieur avec le râtelier, le point d'eau, l'abri, une zone en sable et d'avoir tout en stabilisé pour voilà, pour le confort des chevaux et soulager les parcelles et d'avoir un confort au jour le jour pour les cavaliers, les professionnels dans les structures, etc. Alors, dernière question. Et qu'est-ce qui fera la différence sur la tenue après des fortes gelées, même quand il y a une fine présence dans la stabilisation calcaire, afin d'éviter que la couche superficielle se désolidarise pendant le gel? Je relis la question, pardon. Moi aussi, je suis en train de la relire. La différence du coup entre une surface stabilisée dalle et surface calcaire. Ouais, par rapport au gel et à l'impact du gel. Si, c'est clair, c'est bon. C'est que du coup, en fait, la surface stabilisée en dalle, pour le coup, le fait qu'elle soit attachée par un système d'attache, du coup, breveté sécurisé. Que pour le calcaire? Oui, alors le calcaire, pour le coup, s'il est bien stabilisé, bien fermé, on va garder ce terme-là un peu familier, mais si vous l'avez laissé suffisamment durcir plusieurs semaines, normalement, l'eau ne s'infiltre pas dedans. Ou en tout cas, si ça s'infiltre, c'est que en fait, le calcaire, c'est assez technique. Enfin, technique. Il faut pour avoir vraiment un sol, il faut vraiment compacter chaque couche. Donc, le gros calcaire et le sable calcaire qu'il y a par-dessus pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interstice et le fait ensuite qu'il y ait une pente adaptée pour que l'eau ruisselle. Mais je veux dire, même s'il arrive à ce qu'il y ait des flaques, normalement, l'eau ne s'infiltre pas. Après, ce qu'il faut avoir un peu quand on a des stabilisations comme ça, c'est du sel de déneigement pour faire en sorte, si jamais il y a de la petite rétention d'eau par endroit, c'est en tout cas que ça en fasse pas une plaque de verglas. Pardon. Charlotte, on t'entend pas. Merci. Là, cette fois, on a fait le tour. Ah non, encore une. Est-ce qu'il y a une différence entre stabilisation d'aire de détente et stabilisation de piste, Equipiste Paddock Paradise? Non, alors si c'est par rapport au PowerPoint, du coup non, les aires de détente, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour les aires de vie des chevaux au quotidien. Non, on prend en compte la même étude en fait pour ces projets-là. Equipiste Paddock Paradise, ça prend en compte des aires stabilisées d'affouragement, des chemins d'accès pour les chevaux. Voilà, donc non, il n'y a pas trop de différence pour le coup. Peut-être que la question était entre une aire de détente type paddock simple par rapport à une partie piste où les chevaux, je ne sais pas, peut-être que c'était plus ça la question. Alors oui, après, en fait, ça va être surtout vraiment la sollicitation, le passage des chevaux. Est-ce que si c'est une aire de détente paddock ou terrasse qui va être vraiment fortement sollicitée sur une petite surface, la préparation de sol ne sera pas la même que sur un paddock avec plus de surface, du coup, en fonction du nombre de chevaux. Pareil sur les chemins d'accès. Les chemins d'accès sur une équipiste, on peut prendre en compte s'il y a uniquement le passage des chevaux, ou alors si ça va être des chemins aussi, on va avoir du passage d'engins lourds ou autre. Donc voilà, donc toujours pareil, hein, étude pour bien penser et bien chiffrer le projet. Voilà, par rapport à la circulation que vous allez en avoir, et puis par rapport aux chevaux, ce qui est bien, c'est de multiplier en fait les types de sols. Voilà, on en a parlé pas mal. Voilà, c'est ce qui est bien, c'est de multiplier, voilà, d'avoir différents revêtements pour les chevaux, pour les stimuler la physiologie du cheval différemment.
Cette fois, je crois qu'on a fait le tour. J'ai attendu un petit peu. Mais cette fois, je crois que c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. De toute façon, si la technologie le veut bien, qui ont pu voir que la moitié, c'est revenu pas mal dans les questions. Et en même temps, on remettra les contacts de chacun pour que vous puissiez poser aussi vos questions et vos demandes d'études éventuellement, si ça vous intéresse. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci, Bonne bonne soirée à soirée. tous. Au Bonne revoir. soirée, merci beaucoup.